Ravi de retrouver pour cette nouvelle émission Éco-Débat consacrée à l'émergence en Afrique subsaharienne. On le sait, il y a plus d'une décennie, le concept d'émergence naissait dans les discours des politiciens africains. À l'horizon 2020, nous atteindrons l'émergence. L'émergence, c'est pour bientôt grâce à nos politiques déployées. Sénégal, Togo, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali et autres, c'était la même rhétorique. L'année 2020 est passée, tout discrètement, les discours ont tendance à changer, mais il faut le reconnaître, du chemin a été parcouru, des efforts ont été faits, mais où en sommes-nous véritablement à l'heure actuelle? Avec nos invités du jour ici en studio, nous décrypterons les initiatives engagées sur le continent et leurs impacts. Mokéake Semeksan, consultant en développement, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie Stéphane et merci à tous les téléspectateurs de Média 1 TV. Et aussi nos auditeurs. Et avec nous ici en studio, Monsieur De Souza Serge Patrick, vous êtes consultant politique, spécialiste en études de projets. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Monsieur Soumaoro. Alors, messieurs, depuis plus d'une dizaine d'années, on entend vraiment ce concept émergence. Après plus de 10 années de pratique sur le terrain, comment est-ce que vous pouvez apprécier ces initiatives sur le continent et leurs impacts véritablement? Oui, nous sommes à l'heure évidemment du bilan concernant ce fameux slogan de l'émergence que nous avons entendu pendant au moins 10 ans. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que renferme le terme émergence. L'émergence, en réalité, se caractérise par le processus par lequel un État s'intègre dans l'économie mondiale, donc dans le capitalisme mondial. Il faut surtout dire que l'émergence est liée à une augmentation exponentielle du PIB. Et ça, c'est une donnée importante à prendre. Donc, on considère qu'un pays est émergent, sinon on va vers l'émergence, lorsque son taux de croissance est appréciable, soutenu et qui permet justement à tous les compartiments de sa société de pouvoir bénéficier de l'embellie économique. C'est en ce sens que nous parlions, il y a de cela de quelques années, de ce fameux BRICS, qui renferme le Brésil, la Russie, les Indes, l'Afrique du Sud, qui sont des pays justement qui étaient considérés comme des pays émergents. Aujourd'hui, à l'heure du bilan, on se rend compte qu'au-delà des effets d'annonce, aucun pays en Afrique subsaharienne pourrait dire qu'il est émergent. Néanmoins, ce qu'il faut constater, c'est que le slogan a permis de stimuler l'économie, a permis de renforcer les investissements et que ce soit les partenaires nationaux ou internationaux, tout le monde est venu dans chaque pays justement pour apporter son aide pour atteindre justement cet objectif. Donc le bilan, il est mitigé. Oui, nous ne sommes pas à l'émergence, mais effectivement, beaucoup d'efforts ont été faits sur la base de ce slogan-là, justement. Alors, M. De Souza, vous partagez ce point de vue ou bien vous avez une autre vision de cette émergence en Afrique subsaharienne? J'écoutais mon cher frère Ake, je tentais de réfléchir et dire, mais bon, c'est bien beau de parler d'émergence et comme il a dit, ça faisait effet de slogan à une période bien définie. Si vous avez bien constaté à partir de 2019, comme on savait qu'en 2020, on parlait d'horizon 2020, on arrivait en 2020, l'émergence changeait là. On est plus dans la mise en avant des différentes croissances. Parler de... La fameuse croissance à 2 chiffres. Oui, parler de développement, mais on ne parlait plus d'émergence. Tout simplement parce que le concept en lui-même n'est pas adapté aux réalités de l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Regardez, l'index de l'émergence en Afrique, c'est un document qui a été produit en 2019, et je vais citer ce qu'ils disent. Il n'y a pas de conceptualisation claire et adaptée à l'Afrique de la notion d'émergence. C'est un rapport officiel qui le dit. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agissait seulement de transporter un concept européen. Et on prend ce concept, on vient le mettre en Afrique avec nos réalités pour embrouiller les gens. Voilà. Et excusez-moi, mais c'est une réalité parce que finalement, quand mon frère définit l'émergence, mais la question que je lui pose, quand il finit de définir l'émergence, à l'intérieur, il y a quel ressort? Il n'y a rien. Donc, à mon sens, l'émergence était tout juste un concept qu'il fallait seulement essayer pour voir si nous avions les capacités de s'aligner au même niveau, je vais dire, de puissance comme les autres États. Mais dans le BRICS, par exemple, la Chine, qui est quand même
un gros pays aujourd'hui, Une grande puissance. une grande puissance dans le Conseil des Nations, qui a lancé la route de la soie avec de nouveaux partenariats avec les pays africains. Mais cette Chine-là est encore en attente de ce que l'Occident confirme que c'est un pays développé. Et bien nous, on va se mettre dans l'émergence pour dire qu'aujourd'hui, là, bon, en 3 ans, 4 ans, on va atteindre l'émergence. Non, mais attention. Mais c'était quand même une période pour poser les bases en griffe, parce qu'on a vu quand même que de grands chantiers ont quand même été lancés sur le continent. On voit ce qui se fait, au Sénégal, on voit toutes ces infrastructures déployées en Côte d'Ivoire, on voit comment le Togo aussi essaie de se lancer. On va dire il y a quand même les bases de cette émergence. Peut-être le concept, le terme n'est pas adapté, mais on voit quand même les bases d'un développement qui se déployait. Stéphane, moi je voudrais prendre Patrick au mot. Vous savez, c'est vrai, il faut arrêter aussi d'être complexé. L'émergence, c'est un thème technique, économique. On l'atteint ou on ne l'atteint pas. Mais ce n'est pas un thème qui a été inventé pour l'Afrique. Il faut quand même se rappeler que l'Afrique du Sud est déclarée émergente, nation émergente. L'Afrique du Sud est une nation nucléaire. Il ne faut pas aussi l'oublier. Donc pour dire que ce n'est pas un objectif qui n'est pas atteignable. Ce n'est pas un objectif qui n'est pas atteignable. Peut-être qu'on reviendra sur les conditions dans lesquelles on pourrait l'atteindre. Mais il faut savoir aussi qu'en Afrique subsaharienne, le Nigeria a fait de gros efforts justement au niveau de l'émergence. Ça, il faut le savoir. Donc peut-être qu'on va revenir dans les détails, mais je voulais dire à mon ami que le thème n'est pas seulement un slogan, mais en réalité, c'est une donne qui est importante et qu'on peut atteindre avec beaucoup de travail. Oui, je vous laisse réagir voilà, d'abord. Ok, je disais que ça faisait effet de slogan par rapport à toute la communication qui était mise en avant et par derrière, il n'y a pas de suivi. Regardez les thématiques, par exemple, qui définissent les différents critères d'émergence. Il y a la capacité institutionnelle et donc la démocratie, la sécurité par rapport à la capacité politique, économique, l'indice humain, et puis il y a aussi le social. Quand on prend les différentes thématiques, mais moi je vous pose la question, quels sont les acquis? Ne confondons pas le processus de modernisation de nos villes, de nos capitales, au développement réel. Parce que le développement prend en compte deux choses. Il y a l'indice humain, qui est vraiment très important. Lorsqu'on définit le développement au niveau du système des Nations Unies, il y a l'indice humain d'un côté, et puis il y a l'indice de liberté, et qui les deux permettent de dire qu'on est en démocratie, donc on est dans un état de droit avec des institutions fortes, il n'y a pas de corruption, mais en même temps, par nos politiques, nous permettons aux citoyens de mieux vivre. Voilà. Mais lorsqu'on arrive dans un état, et selon les recherches, c'est clair, tu t'en vas sur Google, tu recherches en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a été mené depuis 2010, 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est la question d'émergence, il n'y a pas de traces. Quand nous sommes dans une région où il est difficile d'avoir accès à des informations aussi primaires que celles-là, qui permettent de rassurer la population sur la politique de développement qu'on met en œuvre, c'est que nous sommes dans une zone où il y a la corruption. C'est quand il y a la corruption qu'on ne peut pas dévoiler véritablement les différentes actions qui sont menées. Et c'est une réalité, à mon sens. Voilà. Donc la lutte contre la corruption, en tout cas la corruption aussi freine cette émergence. Mais permettez-moi, c'est vrai qu'on va s'appesantir tout à l'heure sur l'Afrique subsaharienne, mais il y a un pays qui fait un peu référence, c'est le cas du Rwanda. On a vu que quand le Rwanda entamait en tout cas sa modernisation, je vais peser mes mots, je ne vais pas dire émergence, quand le Rwanda entamait sa modernisation et son développement, on a vu que les autorités l'ont fait, mais vraiment de manière assez subtile. Il n'y a pas eu trop de slogans politiques. On a attendu de mettre les bases, le développement de l'infrastructure de l'industrie automobile, au niveau environnemental, le déploiement de la technologie. Tout ça a été mis en place d'abord. Et puis après, c'est en fonction des résultats qu'on a commencé à parler. Venez visiter le Rwanda, voici le Rwanda nouveau. Est-ce qu'on peut dire que dans ce cas de figure, en Afrique subsaharienne, les autorités ont beaucoup trop parlé, ont beaucoup trop vite parlé avant d'agir? Le Rwanda est bien plus particulier parce qu'en fait, il faut qu'on comprenne une chose. C'est la paix qui est la base de tout développement. Paul Kagame arrive dans une période où le Rwanda prend conscience de ce que
La guerre ne peut pas permettre aux concitoyens, aux citoyens de vivre mieux. Il est dans un environnement, c'est vrai, on va dire chaque État a sa réalité politique interne, mais quand même, tous les Rwandais ont adhéré à la vision de Paul Kagame. Voilà, donc voici un élément qui est important. Pourtant, regardez très bien, nous sommes dans une zone, notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest, où toutes les frontières sont scellées par le terrorisme. En 5 ans, il y a eu combien de coups d'État dans nos États? Combien de tensions politiques? Du coup, lorsqu'on veut mettre en avant les questions d'émergence de développement, mais il faut tenir compte de la réalité sociopolitique. On ne peut pas faire ignorer cet aspect-là et dire que oui, nous allons être émergents et on va prendre l'exemple sur la Chine. La dernière fois que la Chine a eu crise en Chine, c'était quand? Ah, mais ça, c'est la question qu'il faut se poser. Voilà, donc ça aussi, c'est une réalité. Et effectivement, moi, je ne dirais pas que nos États ont vite fait de mettre en avant le concept d'émergent, mais je répète, ça faisait effet de slogan parce que par derrière, il y a des financements qui accompagnent. Par derrière, il y a un certain nombre d'acquis économiques de partenariat. Donc il faut mettre ça en avant. Sinon, qu'est-ce que nous, notamment en Côte d'Ivoire, l'initiative PPTE, qu'est-ce que nous tirons comme conclusion de tous ces financements qui viennent? Ça aussi, c'est une autre question qu'on doit vraiment proposer ou approfondir. Alors vous, comment est-ce que vous appréciez alors la situation? Bon, moi j'écoute Patrick dans ses analyses. Je veux dire que concernant le Rwanda, c'est vrai, bénéficie d'une relative paix. Après, on pourra parler des questions de démocratie au Rwanda. Hein. Après, on pourra en parler. Parce que tout n'est pas très rose au Rwanda. Bien sûr. Tout n'est pas très rose au Rwanda. N'empêche que le Rwanda, au sortir de la crise, a tiré les conséquences de cette crise et puis a décidé véritablement d'amorcer son développement économique. Je pense que la formule marche. Même si, il faut rappeler qu'au Rwanda, 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont des chiffres quand même qu'il faut avoir. Donc, derrière l'image de ce Rwanda beau et tout qu'on nous donne, il faut savoir que dans les zones rurales, il y a des difficultés énormes. Et donc, chaque pays fait face à ses difficultés et à ses spécificités. Concernant l'Afrique subsaharienne, quand j'entends dire que l'émergence est seulement un effet d'annonce et qu'on n'y arrive pas, il y a quand même des éléments techniques. On ne peut pas dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans le même état qu'en 2010. Je dis que le dire quand même, ça serait faire preuve un peu de mauvaise foi. Non, mais on a dit quand même que beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu du chemin qui a été... Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, déjà, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que cet effet, ce slogan-là a porté une initiative, surtout dans la zone subsaharienne. Une initiative, un projet et des financements importants, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de santé, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc pour moi, l'émergence n'est pas juste le fruit de notre imaginaire, juste un slogan pour faire beau, mais l'émergence est un concept qui, avec beaucoup de travail, peut être atteint et voire dépassé. Voilà ce que je voulais dire. Alors justement, dans cette Afrique subsaharienne, il y a 2 cas d'école. Par rapport à ces 2 cas d'école, on va juste prendre 2 exemples. On voit un peu le côté francophone, le côté anglophone. Et il y a 2 pays vraiment particulièrement qui se distinguent. Le Ghana d'un côté et la Côte d'Ivoire d'un autre côté. Des trajectoires quand même assez marquées, assez différentes. Comment vous appréciez la trajectoire d'évolution de ces deux pays? Déjà, je tiens à dire qu'effectivement, il y a eu des efforts. Comme j'ai dit, en termes de modernisation, ça, il faut vraiment qu'on soit strict sur les mots. Aujourd'hui, en fait, quand tu viens à Abidjan, tu es content. Il y a des zones au nord, quand tu prends la route, moi j'ai fait d'Abidjan à Ouaga, sur la route, j'ai vu un peu comment est-ce qu'il y a des routes, tout ça. Donc ça, c'est un processus de modernisation et il faut féliciter le gouvernement et ses concepts sur ces questions-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que même quand on est dans ce processus de modernisation, il faudrait que ça soit de façon inclusive. Et quand ce n'est pas inclusif et que par derrière, dans le microcosme politique, on se dit qu'il y a une partie de la population qui est mise à l'écart, ça pose problème. Au Ghana, par exemple, en termes de démocratie, ils ont maintes fois fait la démonstration. Il y a combien d'élections présidentielles qui se sont succédées au Ghana où il n'y a pas eu de débat? Quand les investisseurs doivent venir en Côte d'Ivoire et qu'on est dans une situation où il y a toujours une tension politique
qui frise, c'est-à-dire qui est proche d'une certaine explosion, mais l'investisseur ne peut pas. À côté de cela, il y a une économie qui est extravertie, qui est vraiment ouverte aux capitaux, et par derrière, il n'y a pas d'accompagnement formel de nos différents champions qui peuvent partir investir. Parce que quand on parle d'émergence, il y a un concept qui est important, c'est comment s'intégrer dans le monde de l'économie globalisée. Vous voyez un peu. Mais le Chinois, lorsqu'il se déplace là, il vient investir en Côte d'Ivoire et c'est le bénéfice là qu'il peut pour aller investir, c'est lui en Chine. Il y a combien de champions ivoiriens qui se lèvent pour aller investir au Ghana ou au Sénégal, et puis on fait tellement sa promotion qu'il vient réinvestir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un problème. Au Ghana, comme j'ai dit, l'indice au Ghana, le problème au Ghana, c'est la question de la démocratie qui est quand même plus ou moins résolue. Il peut y avoir des petits débats, oui, c'est vrai, mais la tension qu'il y a entre au Ghana et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas du tout pareil. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, avec la crise que la Côte d'Ivoire a vécue pendant pratiquement 10 ans, de 2002 jusqu'en 2010, et après, de 2010 jusqu'en 2015, et ensuite, nous avons connu une petite période en 2019-2020. Pendant tout ce temps-là, le Ghana est en train de se construire, jusqu'à ce que le Ghana même passe premier pays producteur de cacao, exportateur de cacao. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne pouvait pas faire du business en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas acheter, vendre le cacao en Côte d'Ivoire, on ne pouvait pas. Nos frontières étaient quand même... voilà. Donc, voilà un peu le processus. Donc, moi, je vais dire que la seule différence entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est un peu cela. Le Ghana évolue dans un environnement apaisé. La Côte d'Ivoire est en constante tension et on est toujours à la recherche de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale. Et voici le problème qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire ici. Un BABA résoudre, vous partagez ce même point de vue? Bon, là c'est le consultant politique qui parle. Il nous a ramené tout à l'heure sur les questions politiques, c'est tout à fait normal. Mais je dis que si on reste dans l'économie, l'une des différences fondamentales, c'est la monnaie. Le Ghana a sa propre monnaie, le CEDI, et la Côte d'Ivoire a une monnaie qui est le CFA, qui est une monnaie commune à l'UEMOA. Alors, c'est vrai que le débat sur le CFA n'en finit pas, sur les plateaux télé, un peu partout, le débat continue à se poser. Mais il faut aujourd'hui constater que cette différence de monnaie a joué à un certain moment en faveur du Ghana, qui avait donc le pouvoir de décider de sa monnaie, de ses capacités financières et tout. Mais aujourd'hui, après coup, cette question de monnaie, cette question monétaire est en train de jouer un peu à leur défaveur. Donc je veux dire, la différence fondamentale de nos deux économies est surtout liée à la monnaie. Parce qu'il faut savoir que la Côte d'Ivoire est pays exportateur de cacao, tout comme le Ghana. Nous avons pratiquement le même système et les mêmes richesses. Ils ont l'or, nous avons l'or, on a le pétrole, ils ont le pétrole. Donc, au niveau justement de cette comparaison, elle est surtout monétaire. Quand la monnaie du Ghana, et dernièrement on entend vraiment des sons alarmants qui viennent du Ghana, donc quant à l'effondrement du CEDI, d'autres ont vite fait de façon hâtive de parler de dévaluation. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Donc la différence pour moi fondamentale entre ces deux économies se trouve surtout au niveau de la monnaie. Et puis, à un degré moindre, au niveau de la politique de décentralisation. Alors qu'on dise, le Ghana est en train justement de réussir ce pari. Permettez-moi de vous couper la parole. Au niveau en parlant de monnaie, en parlant d'émergence, est-ce que cette notion d'émergence, elle ne vient pas faire ressortir aussi le concept d'autonomie, d'indépendance? Quand on regarde l'autonomie monétaire du Ghana et on regarde un peu les cas de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, qui ont une relative autonomie au niveau de leur monnaie, est-ce que ça ne joue pas aussi dans ce secteur? Moi, je ne suis pas expert monétaire, mais nous avons pris le temps d'écouter les différentes parties sur cette question de monnaie. C'est clair que la monnaie va de pair avec la souveraineté. Il faut qu'un État puisse justement avoir sa propre monnaie et puis justement pouvoir décider de sa monnaie. Or, dans le cas d'espèce, le CFA ne respecte pas ces conditions-là. Mais aujourd'hui, quand vous entendez nos chefs d'État de la zone franc CFA défendre le CFA qui, quelque part, est arrimé à l'euro, je dis qu'il y a nécessité de pousser la réflexion un peu plus loin. Quand, au-delà, nous voyons le CEDI qui connaît d'énormes difficultés liées aux différentes crises, que ce soit Covid ou la crise en Ukraine, qui aujourd'hui n'arrive pas justement à tenir, ou que vous voyez le Naira nigérien, qui a connu aussi des difficultés énormes, mais face à un franc CFA qui est resté relativement solide,
Donc on a en droit de se poser les véritables questions. C'est vrai, le CFA ne fait pas partie des 10 monnaies les plus puissantes d'Afrique, mais elle assure une certaine stabilité. Et je pense que le niveau d'inflation au Ghana et le niveau d'inflation en Côte d'Ivoire, ou du moins dans les zones de l'UEMOA, ne sont pas pareils, du fait essentiellement de la monnaie, qui est une monnaie commune. Donc on peut continuer à mener le débat, mais il faut aller véritablement sur les données techniques pour savoir si le franc CFA nous dessert et si nous sortons du franc CFA pour adopter une autre monnaie, quelles seraient justement les capacités de cette monnaie-là. Alors, monsieur, on tend pratiquement vers la fin de cette émission. Est-ce qu'au regard de tout ce qui a été dit, on peut se dire ou bien conclure que les bases, en tout cas de l'émergence, sont bien établies en Afrique subsaharienne, ou bien quelles sont les conditions, qu'est-ce qu'il faut encore retoucher pour véritablement parler d'émergence? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit clair. On n'arrive même pas à définir le concept d'émergence. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut identifier les bases, s'ils sont établis ou pas. Il y a une réalité par rapport au Ghana. Et quand j'écoutais mon frère, il y a un classement. Il y a un classement qui est fait très rapidement. Au niveau de la capacité institutionnelle, on a 54 pays en Afrique. Le Ghana est 7e et la Côte d'Ivoire est 21e. Je n'ai pas de capacité institutionnelle. Au niveau de la politique, le Ghana est 4e, classé 4e, la Côte d'Ivoire est classée 28e. Au niveau de l'économie, le Ghana est classé 12e, la Côte d'Ivoire est classée 23e. Au niveau du développement humain, le Ghana est classé 17e, la Côte d'Ivoire est classée 41e. Au niveau de la société, le Ghana est classé 12e, la Côte d'Ivoire est classée 21e. C'est clair. Moi, ça dit que ce sont des faits. Ce n'est pas une question de monnaie. Parce qu'aujourd'hui, la crise que nous vivons au niveau de l'Afrique, elle est mondiale à cause de la crise en Ukraine. C'est vrai qu'avant, le débat sur le franc CFA existait, je suis d'accord. Mais les questions d'inflation, tout ça, mais nous tous, nous en pâtissons et le Ghana ne peut pas être en marge de tout cela. Voilà. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que il faut identifier ce qui fait la particularité de ces États-là. C'est la démocratie et la stabilité politique. C'est le premier aspect. S'il n'y a pas de stabilité politique, on va beau parler de monnaie, on ne va pas arriver quelque part. Et donc, la Côte d'Ivoire a un autre enjeu, 2023 et 2025, pardon. Et les 2023-2025, c'est vraiment un examen. C'est vraiment un défi. Si nous passons ces deux caps-là, sans qu'il y ait de problème, je pense que la Côte d'Ivoire va véritablement amorcer son processus d'émergence, si on veut dire qu'il doit avoir émergence. Sinon, actuellement, nous sommes dans un processus de modernisation de nos villes. C'est déjà bon. Mais n'oublions pas que, selon les données de la Banque mondiale, en Côte d'Ivoire, la majorité des populations indigentes sont en zone rurale. Et lorsqu'on arrive dans les villages, c'est là-bas que nous voyons la réalité du quotidien de nos concitoyens. Voici ça. Je ne dis pas qu'au Ghana, personne ne souffre, mais j'ai en train de dire que si nous arrivons à avoir un environnement stable, serein, qui permet aux capitaux, aux différents investisseurs de venir à long terme investir, c'est déjà bon. Et si nous accompagnons nos champions à innover, si nous accompagnons nos champions à penser la Côte d'Ivoire en tant que puissance qui est capable de transformer ses matières premières au niveau local, c'est aussi très excellent. Voilà, je pense que voilà, on va. Alors, en partant de ce que vous dites, il y a un facteur qui revient, on met la monnaie de côté, on met les choses de côté, il y a un facteur qui revient qui est fondamental à ce que j'entends, c'est la population, la culture, ces êtres humains, ces individus qui peuplent même ces États sont quand même importants dans ce processus d'émergence. Tout à fait. Aujourd'hui, voilà, il expliquait tout à l'heure, comme je l'ai dit, c'est l'homme politique qui parle. Mais au-delà de ça, il faut savoir que la Côte d'Ivoire a quand même entamé une période de paix, quand même. Relative. Non, on peut relativiser à tous les niveaux. Mais quand on voit les leaders politiques aujourd'hui qui s'asseyent et qui discutent
je pense qu'il y a quand même des efforts qui ont été faits. Et tout peut pas être rose, voilà. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Au-delà de ça, nos populations aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ont commencé à prendre à bras le corps les questions d'entrepreneuriat. Les questions d'entrepreneuriat, ce qui n'était pas forcément le cas il y a de cela plusieurs années. Quand on parlait du miracle économique ivoirien, on estimait dans la même période que les Ivoiriens n'étaient pas véritablement portés sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la donne a changé. La population a une culture d'entrepreneuriat. Partout, tout le monde entreprend. Les Ivoiriens sont dans tous les secteurs. Donc, je pense que c'est un élément important qui veut dire que notre pays est en marche, voilà, justement vers des lendemains meilleurs. Nos pays sont en marche vers des lendemains meilleurs, monsieur. C'est ici qu'on va mettre un terme à cette émission. Je rappelle que nous étions avec monsieur Moké Akese-Meksan, consultant en développement, avec vous. et monsieur De Souza Serge Patrick, consultant politique et spécialiste en études de projet. Belle expérience. Merci en tout cas pour vos analyses et on retiendra que pour aller véritablement vers cette émergence, il faut travailler sur le volet politique, la sécurité dans nos États, au niveau des institutions et surtout la transformation structurelle de nos économies. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite au programme sur nos antennes.